en guise d'introduction, je rappellerai, et c'est l'objet d'ailleurs du document que je mets là, c'est que la campagne de drones, justement menée par les Américains, les États-Unis sur le Yémen, semble n'a jamais été aussi intense que depuis le début de la nouvelle administration Trump, qui a laissé manifestement toute liberté au Pentagone pour effectuer ce qui était requis en la matière, sans en référer directement au président, comme ça pouvait être le cas sous l'administration Obama, qui, justement, pour verrouiller le processus, voulait à chaque fois vérifier ce qu'il en était. Ça montre en tout cas que le Yémen aujourd'hui constitue, en matière de risque terroriste djihadiste, une préoccupation majeure pour les États-Unis, mais bien au-delà. Et je reviendrai sur le cas de la France, puisque le diplomate tout à l'heure évoquait justement ce problème sécuritaire que constitue le Yémen. D'autant plus que le Yémen fait de plus en plus figure de pays faillis, de failed state. Alors en matière de statistiques, on voit que en 2017, en tout cas depuis 2002, les Américains auraient effectué près de 200 frappes sur 830 activistes. Le nombre des frappes est sans équivalent depuis le début de l'année. On l'estime à une cinquantaine contre à peine une trentaine l'année précédente. Et donc les opérations se multiplient, notamment dans les zones de Chabois, etc., dont on évoquait tout à l'heure la localisation. Et donc ça montre effectivement que le risque terroriste lié, j'allais dire enquisté au Yémen, n'a jamais été aussi prégnant. Donc j'évoquerai ce problème en deux points principaux. D'abord avec ce que j'appelle l'ombre portée d'Al-Qaïda sur la péninsule arabique, c'est-à-dire au Yémen. Ombre portée d'ailleurs ancienne, qui n'est pas liée à la guerre civile yéménite, qui remonte après le 11 septembre 2001. Et puis un deuxième point sur l'émergence relativement récente de Daesh au Yémen par rapport justement à la préexistence d'une organisation comme Al-Qaïda. Alors, je rappellerai quand même un point qui n'est pas négligeable, c'est que le Yémen est la patrie d'origine de la famille d'Oussama Ben Laden. Si l'Arabie Saoudite a pu être considérée comme la matrice idéologique, voire financière, du mouvement avec le djihad afghan, l'Afghanistan justement la matrice géographique d'Al-Qaïda, on peut dire que d'une certaine manière, le Yémen est un peu la matrice familiale ou familialiste de l'organisation, puisque la famille Ben Laden est originaire de l'Hadramaut, et donc effectivement les liens qui existent avec le Yémen sont anciens. Et puis on peut également rappeler que un certain nombre de kamikazes du 11 septembre sont issus de provinces certes saoudiennes, mais entretenant des liens tribaux importants avec des régions justement de culture yéménite. Et d'ailleurs, Oussama Ben Laden avait remercié collectivement deux familles, deux tribus, à savoir les Al-Ghamdi et Al-Sheri, dont nombre d'entre eux avaient participé justement aux attentats du 11 septembre. Et qui étaient issus principalement de deux provinces aujourd'hui saoudiennes, la province d'Abha et de Lassir, mais en rappelant que Lassir est une ancienne province yéménite avant 1934, c'est-à-dire l'annexion justement de cette province méridionale par le royaume saoudien. Donc on voit bien qu'il y a effectivement une sorte de cordon ombilical qui relie l'organisation par rapport au Yémen, et c'est tout le problème du Yémen par rapport au 11 septembre, parce qu'effectivement après le 11 septembre, c'est le président Ali Abdallah Saleh qui fait encore parler de lui, avait été obligé d'une certaine manière de sceller une alliance sécuritaire avec les Américains en acceptant l'arrivée d'un contingent d'instructeurs, en échange évidemment d'un certain nombre d'aides financières, une augmentation d'aides financières dès l'année 2002. Et on peut signaler d'ailleurs que la première frappe justement au Yémen de drones intervient en novembre 2002. Ça fait précédent, et il y en aura évidemment beaucoup d'autres par la suite. À l'époque, le président avait estimé qu'il faisait un choix stratégique parce qu'effectivement, il avait la hantise de se retrouver dans une situation de type Saddam Hussein. Et donc cet alignement, j'allais dire, sur les exigences sécuritaires américaines
avait induit un regain d'activisme d'un certain nombre de groupes, dont un groupe qui s'appelait à l'époque, pas encore ACPA, mais simplement Al-Qaïda au Yémen, qui apparaît pour la première fois en novembre 2006 en revendiquant des attentats contre des installations pétrolières qui avaient eu lieu en septembre 2006. Et les autorités yéménites à l'époque étaient d'autant plus inquiètes qu'ils avaient mis la main sur un certain nombre de pamphlets qui circulaient au Yémen, qui portaient la signature d'Al-Qaïda en Mésopotamie. Donc il y avait une porosité qui était en train de s'installer et qui posait un problème. Et problème d'autant plus paradoxal pour le gouvernement de l'époque qu'il était régulièrement accusé d'une certaine passivité dans la lutte antiterroriste par les Américains. Alors ça renvoyait effectivement à des dysfonctionnements, on va dire, notamment l'évasion rocambolesque, spectaculaire et controversée en février 2006 d'un certain nombre de chefs, effectivement, d'Al-Qaïda, d'une prison à Sanaa, dont ceux qui avaient été condamnés pour l'attentat contre le USS Cole, attentat du 12 octobre 2000, qui annonçait déjà la logique, effectivement, des attentats massifs du 11 septembre. Et parmi ces évadés, il y avait un certain Abdul Karim al-Ouachi, qui était un ancien secrétaire d'Oussama Ben Laden, qui l'avait suivi dans les grottes de Tora Bora au moment de la chute du régime afghan, et qui deviendra par la suite un des chefs et un des créateurs d'ACPA, c'est-à-dire Al-Qaïda dans la péninsule arabique, à partir de 2009. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se cristallise à ce moment-là, effectivement, et qui pose un problème aux États-Unis, mais aussi au gouvernement yéménite, dans la mesure où le djihad en tant que tel n'est pas considéré comme illégal au Yémen. Et de ce point de vue-là, le djihad irakien était en train de remplacer le djihad afghan. Il y avait une espèce de réservoir d'activistes qui effectivement étaient issus du Yémen. Et dans cette configuration assez complexe, le gouvernement de Sanaa faisait un jeu d'équilibre en s'efforçant de donner des gages aux États-Unis, mais sans s'aliéner une population qui était très sensible aux sirènes d'Al-Qaïda et farouchement anti-américaine, au point justement de se retrouver accusé de complicité. Et le tournant d'une certaine manière, ça sera la naissance d'ACPA en fin janvier 2009, et la crainte de plus en plus importante pour les Américains de la constitution d'un nouvel Afghanistan au Yémen. Alors cette annonce officielle d'ACPA, c'est-à-dire Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui en fait est la fusion de deux branches. Une branche qui était la branche purement saoudienne, Al-Qaïda justement au pays des deux saintes mosquées, qui avait fait l'objet qui avait lancé un certain nombre d'attentats à partir de 2003-2004 en Arabie Saoudite, et qui avait fait l'objet d'une répression féroce, notamment du prince Naïef et de son fils, le Mohamed bin Naïef, qui vient d'être mis de côté par l'actuel roi. Et puis de l'autre branche, la branche purement yéménite, et donc les deux branches ont fusionné sous la houlette effectivement de quelques chefs, dont ceux qui figurent ici. Certains sont morts, d'autres pas. Donc le chef initial, Abou Basir Nassir al-Ouachi, qui est au centre droit, qui va mourir en 2015 et qui va être remplacé d'ailleurs par Qassim al-Raimi, actuel chef d'ACAP. Et puis deux autres personnalités très liées aux Saoudiens, dont des Saoudiens de nationalité saoudienne. Donc cette porosité effectivement transfrontalière, saoudo-yéménite, elle est très marquée dans la constitution, dans l'ADN d'ACPA, qui décide de s'appeler Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Et à l'époque, le directeur du renseignement américain, qui est Dennis Blair, considère donc au moment de la fondation que la patrie d'Oussama Ben Laden sert de base d'opération d'Al-Qaïda à l'intérieur du Yémen, mais aussi à l'extérieur du pays. Et c'est toute cette ambivalence justement de la patrie originaire d'Oussama Ben Laden qui va considérer, qui va rendre effectivement le Yémen comme le Yémen va devenir une place forte et une menace, enfin la perception d'une menace fondamentale pour au niveau non seulement yéménite, mais plus largement international. D'ailleurs, l'organisation ne limite pas seulement ses attentats au Yémen, et le grand public, d'une certaine manière, découvre ACPA
en décembre 2009, lorsqu'un Nigérian, un certain Omar Farouk Abdul Muttalab, qui a séjourné au Yémen, qui s'est entraîné au Yémen, essaie de faire sauter une bombe dans le vol Northwest Airlines qui va d'Amsterdam à Détroit, avec ses fameux sous-vêtements justement qui sont censés pouvoir exploser. Donc la tentative est un échec, mais en tout cas c'est revendiqué effectivement par ACPA, et puis c'est prolongé un peu l'année suivante, le 29 octobre 2010, avec les colis piégés qui sont découverts in extremis. Dans le cadre justement de deux aéroports qui sont c'était deux bombes qui avaient été élaborées à partir d'imprimantes et donc qui devaient exploser en vol, deux bombes qui auraient été l'œuvre d'un insaisissable artificier, en l'occurrence un certain Ibrahim Hassan al-Assiri, celui qu'on voit ici, qui justement est le grand artificier d'origine saoudienne d'ACPA, qui a été donné pour mort à plusieurs reprises, mais qui ne l'est pas. L'un de ses frères a essayé de faire tuer le prince Mohammed bin Salman en le rencontrant en Arabie Saoudite, avec une tentative d'explosif anal, au sens strict du terme, et qui a échoué, mais in extremis. Donc on voit bien qu'il y a une logique effectivement d'exportation du djihad et des attentats qui ne se limitent pas au Yémen. Et c'est ce qui a expliqué d'ailleurs qu'au niveau de la CIA, à partir des années 2010, il y a une pression qui est mise sur les autorités, notamment pour effectuer un certain nombre de signature strikes, c'est-à-dire des frappes ciblées, en élargissant la possibilité des cibles, ce qui jusque-là avait été limité par l'administration, pour éviter justement que la population, les victimes collatérales, puissent rejoindre les rangs des activistes. En l'occurrence, en 2011, on peut rappeler que Anwar al-Awlaki, qui était un inspirateur d'Al-Qaïda, d'ailleurs qui est à l'origine de la revue qui s'appelle Inspire, et qui a inspiré un certain nombre de terroristes, notamment celui qui attaque une base américaine, un militaire palestinien qui attaque une base américaine, et également qui aurait inspiré deux des kamikazes du 11 septembre, donc Al-Awlaki, qui est tué. Qui est tué effectivement le 30 septembre 2011. Or, le mois suivant, c'est un de ses fils qui est tué dans une frappe collatérale, et donc on voit bien que ça cristallise dans les populations locales une haine anti-américaine. D'ailleurs, on peut signaler qu'une de ses filles a été tuée récemment, en début d'année, notamment dans le raid lancé par les civils américains. C'était le premier raid au sol ordonné par l'administration Trump, et c'est encore un membre de la famille d'Awlaki qui s'est retrouvé effectivement victime de ces frappes. Donc, dans cette logique inflationniste des drones, il y a une ambivalence, c'est-à-dire en termes de résultats, c'est à la fois très efficace pour l'élimination des chefs, et en même temps, c'est susceptible de renforcer une adhésion des populations locales qui, a priori, n'adhéraient pas à l'activisme en question. Et dans ce cadre-là, c'est d'autant plus problématique pour le Yémen que un certain nombre d'acteurs étatiques au Yémen, en l'occurrence l'ancien président yéménite, Ali Abdel Saleh, qui à l'époque était en concurrence ouverte militaire avec les Houthis, ceux dont on parle encore aujourd'hui, qui ont été l'objectif stratégique de l'opération initiée par les Américains. À l'époque, le président Saleh n'était pas allié aux Houthis comme ça peut être le cas aujourd'hui. Il leur faisait la guerre, nonobstant son obédience d'ailleurs lui-même zaïdite, et il avait éprouvé le besoin ou l'intérêt de recycler une partie, des djihadistes dont certains étaient passés par Guantanamo, dans un certain nombre de troupes pour mener la guerre dans la région de Saada aux Houthis, parce qu'il voulait conserver son pouvoir et que la milice houtiste lui posait un problème à l'époque avant de devenir un allié objectif dans le cadre justement de la guerre yéménite. Et ce lien ambigu effectivement qui a été perçu tout de suite par les Américains a accentué, a accéléré l'incrustation d'ACPA au sein même de la société yéménite dans certaines régions.
Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui on trouve les traces de cette alliance anti-chiite, justement anti-zaïdite, anti-houtiste. Et j'évoquerai la déclaration en novembre 2009 d'un certain Rahman al-Rashid, qui est un des chefs d'AKAP, qui disait que l'Iran chiite représentait un danger plus extrême pour les sunnites du Yémen que les juifs ou les chrétiens. Et ça explique effectivement un certain nombre de positionnements et d'alliances qui paraissent paradoxales encore aujourd'hui, mais qui montrent que la situation au Yémen est un kaléidoscope justement où parfois les choses fonctionnent j'allais dire, à front renversé. Alors le vrai tournant, d'une certaine manière, par rapport à l'implantation d'ACPA, c'est à partir de l'année 2015, parce que les États-Unis, compte tenu du fait que ACPA est en train d'asseoir une base territoriale, notamment dans le sud du Yémen, les États-Unis sont lancés dans une logique à outrance de guerre des drones, qui va leur permettre d'ailleurs d'éliminer une demi-douzaine de chefs d'ACPA, dont pas des moindres, notamment un certain Nasser Al-Ansi, qui avait revendiqué l'attaque de Charlie Hebdo. Donc il est éliminé effectivement dans l'année 2015. Un autre chef est éliminé aussi, c'est Harit al-Nadari. Il est éliminé en janvier 2015, également dans une frappe de drone. Le grand mufti entre guillemets de l'organisation, Cheikh Ibrahim al-Roubache, est éliminé le 14 avril. Et puis surtout le chef, le fondateur, c'est-à-dire Nassir Abdelkarim al-Ouachi, est éliminé en juin 2015. Et donc effectivement, de ce point de vue-là, il y a une efficacité accrue des frappes, mais qui n'enlève rien aux problèmes posés par effectivement les dégâts collatéraux qui sont de plus en plus importants et qui favorisent d'autant plus, j'allais dire, l'adhésion d'une partie de certains Yéménites que les cadres d'ACPA, et ça ne sera pas le cas justement de Daesh, ont depuis très longtemps entretenu des stratégies matrimoniales au sein des tribus yéménites qui leur permet d'avoir des relais et des protections justement par rapport aux agressions extérieures. Donc il y a un jeu effectivement un jeu à moyen et long terme de la part d'ACPA, qui avait d'ailleurs été sollicité, enfin qui avait été initié par Oussama Ben Laden en disant que c'était un des moyens justement de sécuriser une filiale de la maison mère en développant ce type de stratégie matrimoniale. Alors, c'est une information qui avait été mentionnée, c'était en juin 2016 pour les chiffres, c'est que selon le rapport du State Department américain, ACPA avait réussi en 2015 à quadrupler ses effectifs pour les monter à autour de 4-5 000, alors qu'il n'était que autour de 1000-1005, le noyau dur l'année précédente. Et donc, c'est effectivement, malgré les frappes, ça montre que y a une vraie implantation d'ACPA au Yémen. Implantation qui s'est manifestée fin octobre d'ailleurs à Aden, en instaurant la charia dans les universités. Mais il se trouve qu'à partir de 2015, il y a j'allais dire, Aden ne semble plus la chasse gardée d'ACPA, puisqu'un nouvel acteur apparaît, en l'occurrence Daesh. Alors, c'est mon deuxième point, je vais aller très vite puisqu'il reste 3 minutes. Cette apparition récente de Daesh, en fait, elle remonterait à février 2015, puisqu'il y a une déclaration de membres d'ACPA qui décide de revenir sur la Baïa et de s'affilier à Daesh en multipliant les attentats, notamment anti-chiites, dans les mosquées justement zaïdites. Et là, on retrouve le prisme confessionnel de plus en plus marqué sur le terrain yéménite. Et dans ce cadre-là, Daesh, en fait, il semblerait que le calife autoproclamé aurait poussé certains activistes du Sirak, de Syrie et d'Irak, une centaine, à rentrer d'origine yéménite, à rentrer justement au Yémen pour implanter justement une branche, une tête de pont de Daesh. Alors le problème, c'est que c'est un nouveau venu, j'allais dire, sur la scène yéménite par rapport à ACPA. Il ne bénéficie pas de ce qui fait la force d'ACPA, c'est-à-dire des réseaux traditionnels avec les stratégies matrimoniales, parce que de ce point de vue-là, ils sont un peu hors sol par rapport à ACPA, ce qui ne les empêche pas d'entretenir une concurrence sanglante, à tel point d'ailleurs que dans certains attentats, notamment
un attentat en décembre 2016, ACPA avait éprouvé le besoin de se dissocier justement de Daesh, parce que c'était un attentat suicide qui avait tué des jeunes conscrits de l'armée, pour montrer justement que ACPA n'était pas sur la ligne de maximaliste d'extermination de Daesh. Alors au niveau de l'organigramme, il y a effectivement un certain nombre de provinces, de vilayats qui ont été énoncées par Daesh, mais la force de Daesh est quand même relative aujourd'hui, paradoxalement. Il y a eu un effet de vase communicant, et si à un moment ACPA, notamment en Mésopotamie, Al-Qaïda a paru en recul en Syrie et en Mésopotamie, paradoxalement avec l'affaiblissement et la reprise potentielle de Raqqa et de Mossoul qui va être achevée, l'affaiblissement, la peau de chagrin que constitue Daesh ne va pas être en sa faveur, certainement pas d'ailleurs au Yémen, et on peut penser qu'avec la reprise des derniers bastions justement dans le Sirak, ça va certainement permettre à ACPA d'asseoir son assise au Yémen de manière beaucoup plus importante encore, et sans concurrent vraiment très important comme l'année 2015 avait pu le laisser envisager un moment. Merci.